Je sais pas. Hop. Donc là on retrouve une version EF dont on va avoir un désavantage qui va être... Alors est-ce qu'elle a encore de la batterie? Oui. Donc on va pouvoir avoir le contrôle de la bague EF directement sur la caméra par le biais de la petite molette là qui vous permet de régler normalement le viseur, mais là, enfin le menu, mais là qui va se mettre en mode je contrôle le diaph. Voilà, donc ça vous permet de piloter les diaphs des optiques Canon qui n'ont pas de bague de diaph, ce qui est quand même un problème et là vous le pilotez nativement, c'est-à-dire sans bague intermédiaire, que ce soit sur d'autres caméras comme de la F5 et 55, l'Optitech ou sur de la FS7 ou autre de la Metabones. Où là l'avantage c'est que vous n'êtes pas tributaire d'un fabricant qui peut avoir des problèmes de firmware divers et variés. Donc là c'est sur une typologie EF. De l'autre côté on va avoir ici une typologie qui va être pure studio avec là elle est montée en B4. On l'a montée en B4 avec un 77 fois. Donc du coup là on va se retrouver vraiment avec une typologie qui va être pour être prêt à être mixée sur de la Mira, où là quel intérêt vous aurez, c'est effectivement d'avoir des ranges que vous n'allez pas retrouver sur du PL, parce que ça n'existe pas des 77 fois en PL. Le plus grand qu'on ait aujourd'hui c'est un par 20 chez Canon avec le 50 000 qui n'est pas encore tout à fait livré. Et là vous avez une autre typologie qui va être une typologie aussi pareil qu'on a orienté fortement studio, mais avec un 85-300. Et pareil où à chaque fois on a les remotes qui sont là, où on va pouvoir piloter l'iris par ici, parce que la question est souvent, comme on n'a pas de RCP, comment on pilote l'iris? On peut piloter l'iris directement à partir du report ici, ou ici à partir du report ici, qui va être capable de piloter l'iris, le zoom et le point. Donc ça, ouais. Il n'y en a pas là. Là, il n'y en a pas. Là, on a vraiment... On va pouvoir sortir qu'en SDI, ou sinon, on va effectivement aller sortir une partie fibre, de la même façon, qui va être capable de partir sur la fibre. Ici, si on veut déporter l'iris, on va le pouvoir par un boîtier, puisque de toute façon, l'iris est piloté par du RS, et là, on peut rentrer du RS. On va le transporter sur la fibre et on va pouvoir piloter l'iris à distance si on a besoin pour un ingé vision d'aller piloter l'iris sur une optique. Alors ça c'est un boîtier, le pilotage se fait absolument pas via la caméra, sauf si on est en EF, puisque du coup en EF on peut piloter l'iris via la caméra, puisqu'on peut aussi piloter le menu à distance en Ethernet de la caméra. On pourrait aussi piloter à distance le diaph de la caméra en EF de façon juste en branchant un RJ45 entre la caméra et un ordinateur. Là on a un système fibre, donc il en existe plusieurs. Là on a un système fibre de Fougerolles où du coup on peut passer de l'RS qui du coup va piloter l'optique, mais on ne pilote pas la caméra puisque la caméra se pilote en Ethernet sur ces options de colorimétrie. Donc ça c'est en premier lieu, c'est vraiment pour montrer la polyvalence de la caméra qu'on va retrouver sur la gamme, sur la Mira, et qu'on retrouve aussi de la même façon, puisque le même type de monture a été faite sur l'Alexa Mini. Bon, en fait les optiques sont complètement, la monture est exactement la même. Ça vous pouvez prendre ça et le mettre là-bas, ça marche de la même façon, c'est la même chose. Sur cette partie, alors après par rapport, est-ce que vous avez des questions particulières là, parce que sinon je vous fais un PDF mais dont vous avez vu en grande partie ce qui est avec Oliver. On peut regarder. Donc si on vient regarder le 77 fois,
il y a quelque chose qui peut être qui là pour le coup peut être intéressant parce que on n'est pas sur une typologie avec une optique 4K, puisque chez en 2/3 par exemple chez Fujinon ils sortent une optique 1,88 fois qui est 4K mais qui est en préliste donnée à 213 000 €, ce qui est quand même un peu élevé. Là l'intérêt c'est qu'on a on va travailler en B4, on va travailler avec, on va perdre un peu de diaph, puisqu'on va perdre à peu près 2 diaph avec cet adaptateur, mais on va travailler sur un capteur qui est 3,2K. Et que ce capteur 3,2K va l'upgrader, va faire une up conversion qui va vous permettre d'enregistrer du ProRes, mais aussi d'avoir une sortie 4K UHD sur le SDI, en 6G SDI sur un seul câble. Donc du coup, ce que vous avez, c'est que la résolution du Fuji va être complètement se matcher avec le 3,2K upgradé en 4K et du coup vous allez pouvoir utiliser ce type d'optique sur une production 4K sans avoir besoin de forcément changer votre parc d'optique parce que assez souvent l'optique coûte beaucoup plus cher que la caméra qu'on va mettre derrière. Alors, ça peut être un choix, mais c'est une façon aussi de revenir sur l'idée que chez Harry c'est cher et qu'on n'a que des solutions qui sont forcément plus chères que le reste, alors que ça peut complètement se justifier justement du fait qu'on tape un capteur 3,2K, donc ce qui va être capable de sur des bons B4 HD, il n'y aura pas de problème pour taper la résolution après en upconversion Ultra HD. Alors, un des autres avantages de chez Harry, c'est aussi toute la puissance de la correction colorimétrique qui est à l'intérieur des caméras. Les caméras, typiquement, comme elles ont 14 diaph de dynamique et que sur un signal vidéo normé en Rec 709 800%, on ne passe que 8 diaph de dynamique, on a ce qu'on appelle des enregistrements logarithmiques du signal vidéo qui sont mis à l'intérieur pour pouvoir justement récupérer ces 14 diaph de dynamique dans un signal vidéo. Un des intérêts qu'on a, c'est qu'après forcément on doit aussi, parce qu'on ne va pas diffuser un log, puisque de toute façon à la fin on va diffuser en Rec 709 parce que ça va être normé pour un Rec 709 par rapport à l'écran. Donc du coup on va travailler avec un espace de conversion entre l'espace logarithmique de la caméra, de l'enregistrement, et l'espace de destination. L'intérêt de ces caméras-là, c'est qu'elles sont capables vraiment d'aller très loin dans tout ce qui est les gestions de ce qu'on appelle des logs et des luttes, et qu'elles vont vous permettre de s'adapter rapidement de pouvoir matcher ces caméras avec d'autres types de caméras, par exemple comme des PMW 400 pour un multicam. Ça va être assez facile de les matcher parce qu'on va très facilement réussir à restreindre l'espace colorimétrique et la façon dont travaille le capteur de Harry dans un espace qui correspond et qui matche complètement avec une Sony. On va pouvoir travailler en mettant une lutte qu'on va burner directement, comme ça on va l'avoir dans la sortie SDI de cette façon-là. Par le menu, on va pouvoir changer les luttes si on a envie très rapidement, de façon à pouvoir correspondre à différentes typologies de tournage. C'est-à-dire si par exemple on fait un événement où on fait un multicam qui commence l'après-midi, on va peut-être avoir une lutte qui va définir le multicam de l'après-midi et une le multicam du soir, de façon à que ça va être très rapide à changer. On va donc ça c'est la puissance de correction colorimétrique qu'on retrouve dans les Harry, qu'on retrouve aussi bien dans l'Amira, et on retrouve la même puissance que celle qu'on retrouve aussi dans l'Alexa Mini, puisque l'Alexa Mini est issue des cartes de l'Amira, plus de l'Alexa 65, qui est la caméra 65 mm, qui est disponible uniquement chez Harry Rental en location. Est-ce que vous avez des questions sur quelque chose en particulier ? Sur cette partie-là, sur les différents types de montures, sur le log, sur le high dynamic range du capteur.
Non. Ok. Alors, d'un côté, effectivement, sur la Mira, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on a une caméra qui est vraiment pensée avec une typologie UNG, qui est faite pour un utilisateur unique, qui va pouvoir très facilement passer d'une configuration de tournage à une autre. C'est-à-dire que si vous utilisez, par exemple, des caméras d'un autre fabricant japonais et que vous avez décidé qu'à un moment donné vous vouliez passer en high frame rate, ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué qu'on a l'impression. Ici il suffit juste de changer un bouton de position et la caméra, vous n'avez pas de filtre interne à changer par exemple pour réussir à avoir un frame rate en théorie de bonne qualité. Donc c'est vraiment une caméra qui va être capable de s'adapter avec à l'intégralité de vos tournages. Parce que d'abord, on peut la voir là sur un gyrostab Newton où on est entièrement désossé, ou vous pouvez la voir comme ça où elle est complètement en typologie UNG, où finalement on s'aperçoit que par rapport à sa volumétrie, elle est complètement modulaire cette caméra. Alors elle ne va pas atteindre la modularité d'une Alexa Midi qui elle est encore en fibre de carbone avec un poids de 2,3 kg. Et qui est destiné à un marché des drones et des gimbals. Mais par contre, la différence, c'est que vous allez beaucoup à utiliser tout seul. Ça va être plus compliqué d'utiliser une Alexa Mini. Ça va pas être du tout la même typologie, où l'Alexa Mini clairement se définit plus pour une caméra avec une vocation sur le digital cinéma, là où la Mira a une vocation quand même fortement ENG. Alors évidemment c'est du Harry, donc c'est capable de fonctionner dans des conditions extrêmes. Vous pouvez partir au Groenland, la faire tourner par -40, que ce soit une Alexa Mini ou une Amira, il y a peu de chances que ça ne fonctionne pas. Ou en plein milieu du désert, ça marche partout. Vous pouvez trouver des photos sur le net d'une Amira d'un loueur où l'Amira a brûlé dans un stock et que vous voyez l'Amira qui fonctionne toujours quand même. Du moins elle s'allume, après je ne garantis pas qu'elle marche réellement. Alors un autre point qu'on va avoir, parce que forcément on va avoir toujours cette question-là, qui est le point du capteur de Harry, puisque vous avez toujours le même capteur quelle que soit la caméra, le capteur ne change pas. La question est en 4K, est-ce qu'il fait ou pas du 4K? Alors c'est là, le capteur n'est pas 4K. C'est un capteur qui travaille en fonction des modes auxquels vous avez, qui va travailler normalement en 3. Le capteur est 3,2K. Et quand vous faites par contre, quand vous faites du Full HD, vous shootez pas avec un capteur en Full HD puisqu'il va chercher beaucoup plus de pixels qu'il en a besoin, parce que c'est pas un capteur 4K, mais c'est pas non plus un capteur Full HD. Je veux dire, c'est pas parce que la résolution d'un capteur Harry, même en 2K par rapport à un caméscope qui serait concurrent en 2K, il n'a jamais travaillé en 2K. Il va avoir une résolution qui est supérieure, que vous avez comme possibilité. Un des autres avantages, c'est que c'est un capteur qui va être capable de travailler avec son électronique jusqu'à 200 images secondes, avec un vrai pas d'interpolation, un pixel sur 4, ou qui travaille vraiment pixel pour pixel. Et capable de monter jusqu'avec du ProRes 4.4.4.4 et sur l'Alexa Mini qui est capable aussi de faire du ProRes 4.4.4.4 XQ, donc le nouveau codec sorti par Apple sur le 4.4.4.4. Alors, différents trucs. L'enregistrement, il se fait sur les deux caméras, c'est exactement le même média, sur une Alexa Mini ou sur une Amira. On travaille sur des cartes CFast 2 qui aujourd'hui sont disponibles jusqu'à 128 Go et qui très prochainement on va avoir des 256. Alors là c'est
les différences qui vont être notables entre une Amira et une Alexa Mini. La première des choses, c'est que l'Alexa Mini est capable de faire du RAW, ce que ne fera jamais l'Amira. L'Amira ne fait pas de RAW en interne, elle n'en fera jamais, elle n'en fait pas en externe, il n'y a pas de sortie RAW. Vous pouvez pas brancher un recorder pour faire du RAW, la fonctionnalité n'existe pas sur une Amira. Par contre, la fonctionnalité existe sur l'Alexa Mini, qui est capable de faire du RAW sur sa C-Fast et aussi de faire d'avoir une sortie RAW où vous pouvez mettre un codex capable d'enregistrer sur le nouveau codex jusqu'à 4 Alexa Mini de façon simultanée synchronisée, ou aller chercher du RAW qui peut exister, notamment où la ReRAW était disponible sur des Gemini ou des Odyssey 7Q qui ont aussi la licence à ReRAW. Mais vous pouvez aussi vous le faire en interne, puisque la C-Fast sera capable, vous pourrez faire du RAW enregistré directement sur la C-Fast. Une autre fonctionnalité que n'a pas l'Amira, puisqu'elle ne s'adresse pas à ce marché, c'est la possibilité de faire d'enregistrement en 4 tiers pour faire de l'anamorphique. Et en même temps, la possibilité d'appliquer le traitement anamorphique pour avoir un rendu réel sur le viseur, ce que ne sera pas du tout capable de faire l'Amira, mais que fait l'Alexa Mini, sachant que sur l'Alexa Mini, le fait de pouvoir enregistrer en RAW ou en anamorphique se fait par le biais d'une licence qui est payante dans les deux cas. Vous devez payer la licence pour le RAW et la licence pour l'anamorphique. Une autre fonctionnalité intéressante que n'a pas, ou dirons-nous malheureusement pas, l'Amira, c'est le fait qu'on puisse directement la contrôler, une Alexa Mini, à partir d'un WCU4, à condition d'avoir la licence, qui va permettre de contrôler l'intégralité de la caméra par le WCU4, et ici par le petit connecteur Elbus de pouvoir venir contrôler 3 moteurs pour le point, pour l'iris et pour le zoom, qu'on va avoir l'intégralité des commandes sur un WCU4. Ça, je vous laisserai Jean-Fray qui vous présentera les accessoires et notamment le WCU4 tout à l'heure. Voilà pour ces quelques... Ce que je vous propose, c'est plutôt de venir aussi, parce que c'est quand même le plus intéressant, c'est de venir les mettre à l'épaule et voir comment ça marche. Là, vous avez aussi bien l'Amira ou l'Alexa Mini. Hop. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai un bon guide. J'ai monté à une bonne caméra à l'épaule, comme Amira, et avoir peut-être de l'Alexa Mini qui peut aussi aller en haut. Voilà. C'est ce que je voulais dire en fait. Ouais. Disons que vraiment les deux différences fondamentales, c'est que tu n'auras jamais de RAW sur une Amira et tu ne feras jamais de 4 tiers anamorphique sur une Amira. Donc après, et que à l'usage, il y a un autre truc qui différencie quand même fortement les deux caméras, même si après c'est pas bloquant, c'est qu'ici vous avez comme une caméra qui a des entrées XLR, qui est capable de prendre du son avec une entrée stéréo et 2 entrées mono. Et ouais, alors là c'est juste une entrée ligne et qui fait mais du coup il n'y a pas de pré-rempli micro et il n'y a pas d'alim fantôme non plus pour alimenter des micros. Voilà, c'est juste pour pouvoir insérer le son d'un enregistreur externe à l'intérieur et pouvoir mixer tout ça. Vous, avec quoi vous tournez comme caméra en règle générale? Cinéma, on ne pas. Je tourne avec une RED. Ouais. Epic. Ouais. Et sinon, Panache H2. Il y a plus longtemps, j'ai fait encore des trucs à bande. Je pensais qu'en grosse caméra, c'était avec une RED Epic. Ouais. Moi, je suis réalisateur, donc d'accord. Tiens la caméra, Ouais, mais en même temps, l'image, la colorimétrie et tout, ça c'est aussi important dans la conception. Mais on peut pas. Je veux dire, ça fait partie des éléments qui deviennent des éléments scénaristiques. Du coup, on n'a pas le même rendu en fonction des caméras aussi et des mêmes possibilités. Mais la RED, c'était une tannée parce que c'est une caméra quand même, il faut minimum 2 personnes pour la manier correctement.
fait, c'était beaucoup sur un tournage léger. C'est un des immenses avantages d'avoir une Amira, c'est qu'une Amira est faite pour qu'une personne seule puisse exploiter la caméra. Avec vous avez vraiment un bon pointeur qui a un peu d'expérience. Alors après, vous êtes ouais. hors du point. Même 50%, je pense. Faut vraiment que ce soit un pointeur expérimenté. Je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Mini parce que je travaille sur un workflow avec une Alexa. J'essaie de vendre 2 Alexa Mini pour aller plus vite. Oui. Production. C'est pour ça que je voulais la comprendre un peu plus. Même avec ce qu'a dit Oliver tout à l'heure, Ouais. c'est très intéressant de faire une sorte d'import des luttes de base avec un pré-travail du chef opérateur avec le coloriste. Ah bah, Meilleur confort de tournage, et ça m'intéresse énormément. ah bah ça c'est vraiment quelque chose auquel qu'il faut avoir toujours en tête. C'est que oui, aujourd'hui la pré-production, la post-production commence sur le tournage. Je veux dire, si on veut faire une post-production efficace aujourd'hui, c'est vraiment déjà parce que ça permet à tout le monde de se comprendre. Je veux dire, on va commencer à réfléchir aux luttes et aux environnements qu'on veut dès la pré-production. On va pouvoir avoir le résultat et à la fin on va pouvoir assurer toutes ces chaînes justement d'effets spéciaux, d'effets de correction colorimétrique. Effectivement, quand on a une différence entre une 3D lutte et un look, c'est qu'effectivement sur le look on va avoir une volonté artistique de modifier la colorimétrie et l'intérêt c'est vraiment de le mettre et de le travailler, et c'est la puissance de Harry est vraiment là-dedans. Je veux dire, et très bien maîtrisé, ça permet vraiment d'aller, il y a des workflows de séries qui sont notamment, je pense à des Game of Thrones où ils utilisent ça de façon très poussée en fonction des ambiances et ça permet d'avoir des workflows rapides, surtout que tout le monde arrive à communiquer, je veux dire, ce qui est quand même pas mal, que tout le monde se comprenne. Voilà, et justement c'est pas de faire de la post-production ceux qui seront après qu'on aille tourner, et non, c'est donc d'intégrer tout le long, et ça permet des gains d'argent et d'avoir une meilleure maîtrise des outils artistiques. De façon, c'est quand même l'idée fondamentale de Harry là-dessus, c'est que sur la colorimétrie, c'est vraiment de démocratiser quelque part la science des couleurs et de donner des outils très très puissants à l'intérieur de la caméra. Et ça nécessite la façon, même si on prend un Amira Color Tool, c'est assez simple à comprendre et à voir des résultats. C'est pas que même cet outil-là a été pensé dans cette logique-là. Du coup,